Hello hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Moi je suis Eve et mon pseudo sur les réseaux c'est Bobine et Pelote et Eve EV3. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo Culture Box de mars. On est déjà le 8 avril. J'ai galéré à trouver un moment pour enregistrer cette vidéo. Il faut savoir qu'on est reconfiné. Enfin du coup les enfants sont à la maison. Et c'est pas évident de trouver du temps pour moi. D'ailleurs je voulais excuser ma tête parce que aujourd'hui ça s'est pas bien passé avec les garçons, vraiment pas bien. Et ça, ouais, j'ai eu une journée difficile, je me suis dit il faut absolument que je tourne. Et bah voilà, je m'accroche à ça pour me sentir bien. Mon homme est rentré plus tôt, ça tombe bien, il va pouvoir s'occuper des garçons. Je me suis mis un peu de rouge à lèvres et maintenant je suis à vous. Donc, en mars, j'ai lu ça. Donc au programme, il y a de la BD, il y a du manga, il y a du fantastique, du roman et plein d'autres choses. Voilà. Donc on va commencer par le rayon adulte et les romans. Je vous parlerai peut-être d'un film et de quelques podcasts aussi à la fin si je trouve le temps. On va essayer de faire ça assez rapidement parce que les vidéos longues sont pas forcément celles que vous préférez, donc on va y aller. On va commencer avec La mémoire de Babel. Donc c'est La Passe Miroir, le tome 3, qui est aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Il est sorti en 2020 dans cette collection-là. Le tome 4 est déjà disponible, mais pas dans cette collection. Et moi, comme j'ai les 3 dans cette collection, je vais attendre qu'il sorte dans ce format pour l'acheter. J'ai pas d'urgence à le lire. J'adore, donc je laisse le temps. Je crois que le dernier, je sais pas si c'est le dernier qui s'y clôt la saga, mais voilà. Celui-ci, je l'ai dans ma bibliothèque depuis l'année dernière et il est dans ma pile à lire de l'année 2021, donc je suis contente. Alors j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages de Ophélie, Thorne, Bérénild, la tante Roseline, découvrir Victoire, la fille de Bérénild, et de Farouk, qui est donc l'esprit de famille. J'ai beaucoup aimé retrouver l'écriture de Christelle Dabos, qui est très efficace et qui nous emmène dans des aventures de façon très plaisante. Bien que ce qui se passe dans ce tome-là n'est pas forcément rigolo, puisque ça se passe vraiment pas bien pour Ophélie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle part à la recherche de Thorne et elle veut essayer de comprendre ce qui se passe aussi par rapport à Dieu. Enfin, je vais pas trop vous en dire, parce que si vous connaissez pas la saga, parler de l'histoire profondément vous gâchera peut-être l'envie de le lire. Donc Ophélie, simplement, je peux vous rappeler juste l'histoire. Ophélie, elle est du clan des animistes. Et là, on la retrouve sur Anima, donc en famille, où ça fait quoi, 3 ans qu'elle y est. Et donc elle est mariée à Thorne, qui lui est du clan des dragons, comme Bérénild. Et Thorne, lui, est parti à la fin du tome 2 pour se protéger, et pour la protéger également. Et donc, elle est un peu, on va dire, elle est un peu éteinte. En fait, elle est triste, elle a pris du poids et elle s'ennuie. Et elle veut retrouver Thorne, qu'elle aime passionnément. Et donc, elle est sauvée, on va dire, ou elle est emportée par Archibald, qui dans le cadre d'une rose des vents l'emmène, et elle décide de partir à la recherche de Thorne et ça l'amène jusqu'à Babel. Dans cette saga-là, elle ne se fait pas appeler Ophélie mais Eulalie, donc elle cache son identité à nouveau, comme dans le premier tome où elle se faisait passer pour mime. Là, à nouveau, elle cache son identité et elle cherche à connaître la vérité. Et est-ce qu'elle va retrouver Thorne? Je ne vous dirai pas. Alors moi, j'ai trouvé que l'histoire était un petit peu complexe. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai lu en fait au début de mois. Et déjà, je me souviens plus trop de ce qui se passe. Mais on retrouve toujours cette intrigue. Moi, j'ai trouvé que le milieu était assez long. J'ai beaucoup aimé la fin, par contre, dont je me souviens un peu plus.
J'ai beaucoup aimé la partie où on est dans la peau de Victoire, qui est donc un petit bébé, qui apparemment a des dons de dédoublement, c'est-à-dire qu'elle, quand elle dort, ou même pas quand elle dort, elle s'installe et puis elle peut se dissocier de son corps pour regarder les choses d'un autre point de vue, ou même partir plus loin, aller écouter les conversations des gens. Et donc on découvre avec elle, dans certains chapitres, ce qu'elle ressent et ce qu'elle entend. Et j'ai trouvé ça assez chouette. Voilà. Donc ça, c'était plutôt bien, ça m'a bien plu. Ensuite, on va passer au livre que j'ai lu. Ensuite, c'est Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc. Alors, il faut savoir que je n'avais jamais lu Arsène Lupin et que j'avais hâte. Et pourtant, c'est une série télé que je suivais quand j'étais enfant et qui me plaisait beaucoup. Une série britannique. Et donc là, il a été réédité en 1972, mais au départ, ça date de plus... C'est plus ancien que ça. Je sais plus de quand ça date. Je dirais un peu avant, quoi. Bref, voilà. Alors, on découvre le personnage d'Arsène Lupin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Maurice Leblanc, il a écrit ça parce qu'au départ, j'ai lu un petit peu, donc en fait, au départ, il écrivait des choses, mais ça n'a jamais vraiment marché. Et c'est quand il a commencé à écrire Arsène Lupin que sa carrière a décollé. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à cette époque-là, il a été assez critiqué par Conan Doyle, qui écrivait Sherlock Holmes, parce que lui, il a un peu... En fait, il y a un chapitre, et vous connaissez certainement, où il parle de Arsène Lupin rencontre Herlock Sholmès, donc, qui est l'anagramme de Sherlock Holmes, et donc là, il n'est pas ridiculisé, mais apparemment dans d'autres textes, Sherlock Holmes est un petit peu ridiculisé, détourné, on va dire, et ce qui n'a pas plu à Conan Doyle à cette époque-là. Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, pour moi ça a été chouette de lire ce livre-là, parce que j'ai beaucoup ri, je crois que c'est ça dont je me souviendrai, j'ai beaucoup ri dans certains passages. Alors il y a des histoires que j'ai aimées plus que d'autres, en fait c'est un recueil de plusieurs histoires. Il y a la première, c'est l'arrestation d'Arsène Lupin. Voilà, j'ai beaucoup aimé celle-ci, elle m'a fait beaucoup rire, elle m'a embarquée pour la suite. J'ai beaucoup aimé aussi Arsène Lupin en prison, et ça, comment est-ce qu'il s'en échappe. Les histoires sont assez courtes, donc ça se lit facilement. Le mystérieux voyageur, il y en a certains, celle-ci je l'ai moins aimée. Le collier de la reine était très chouette. Celle que j'ai moins aimée, alors celle-ci était chouette, le 7 de cœur, un petit peu complexe, mais elle était plutôt chouette. Celle que j'ai beaucoup appréciée, celle-ci est très longue, le 7 de cœur, en fait c'est comment il rencontre le narrateur de l'histoire, qui était son ami. La perle noire, ah ben la perle noire c'est la dernière, c'est celle où il rencontre Herlock Sholmès. Donc il y a 7 histoires dans ce petit recueil, et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié le personnage, que j'ai retrouvé avec grand plaisir, et je vous invite à découvrir. J'ai la comtesse de... Voilà, j'ai celui-ci aussi dans la bibliothèque que mon homme m'a conseillé, et donc je l'ai mis dans ma pile à lire parce que je vais le lire et je serai très contente parce qu'à mon avis ça va me plaire. Celui-là c'est une édition ancienne, le livre de poche, à date de 1964. Donc voilà le prochain livre d'Arsène Lupin que je lirai. Alors maintenant je vais vous parler de Papillon, de deux nouvelles, Papillon et la lionne de Yuko Mishima. Donc c'est au livre au folio, édition folio 2 €. Donc en fait c'est des petits recueils. Et donc celui-ci, ça date de 1946 et ce sont 2 nouvelles extraites du recueil Une matinée d'amour pur, qui en compte 7 au total.
Donc Mishima, c'est un auteur culte japonais. Donc là, c'est 2 tragédies qui sont inspirées de 2 tragédies très connues, qui sont Madame Butterfly et Médée. Ces 2 textes-là ont été écrits par Mishima alors qu'il avait 25 ans. Je ne sais pas si vous connaissez Mishima. Moi, j'en ai lu pas mal en fait de lui. J'avais une grande passion quand j'avais 25-30 ans pour cet auteur. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je les ai sous les yeux, Le Pavillon d'or, Le Tumulte des flots, La mort en été, Le marin rejeté par la mer, tout cela, je les ai lus, je les ai beaucoup aimés. Et j'avais envie de me replonger dans l'écriture de cet auteur qui me tenait tant à cœur. Et donc, j'ai pas aimé la première histoire. J'ai été déçue, je me suis dit, est-ce que je continue la lecture? En revanche, la seconde m'a beaucoup plu. La première raconte l'histoire d'un homme qui est à l'opéra de Madame Butterfly à une certaine époque, et en fait qui se remémore un opéra qu'il a vu des années avant et auquel il était allé avec une femme qu'il aimait et qui est morte depuis. Et donc c'est très triste, j'ai trouvé ça très très triste. Pas particulièrement... autrement que triste, je sais pas comment dire. J'ai pas réussi à partir dans l'histoire d'amour passionnel. En revanche, la seconde m'a beaucoup plu, c'est l'histoire d'un couple dont l'homme veut partir en fait, et il est terrible cet homme-là. Et ce qui va se passer est vraiment tragique, c'est-à-dire que la femme va le tuer, et va vouloir tuer aussi son amante et le père de son amante. Et je vous dis pas plus parce qu'il y a une histoire aussi avec le fils de ce couple. J'ai trouvé ça mais tragique, écrit d'une façon terrible. J'ai retrouvé voilà, la puissance de l'écriture de Mishima et la façon dont il arrive à nous faire, à nous embarquer dans des sentiments si violents, mais de façon si poétique. Voilà, j'ai vraiment, vraiment aimé la seconde. Donc je relirai Mishima. J'ai corné des pages parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient tellement. Et alors j'ai trouvé ça étonnant que le livre s'appelle Papillon. Alors il faut savoir que le livre est très très court. Il fait 117 pages. Papillon... comprend 37 pages, et le second, vous voyez, ça c'est le premier, c'est le papillon, c'est ça, et la lionne est, on va dire, 2/3 du livre. Voilà. J'ai pas compris pourquoi est-ce que dans le titre il n'y avait pas écrit papillon et la lionne. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la lionne. Je vous invite à le lire et à me dire ce que vous en pensez. Peut-être connaissez-vous déjà, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non. Maintenant, je vais vous parler de Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg aux éditions Cherche Midi, qui a été réédité en 2020 dans cette édition-là, à l'occasion de la sortie de la seconde partie, qui est quelque part par là, je ne l'ai pas là, mais je l'ai acheté dernièrement, je vous en reparlerai. Et donc, du coup, ils ont ressorti ce livre-là. Vous connaissez peut-être parce que déjà on a entendu beaucoup parler sur les réseaux YouTube et Instagram pour ma part dernièrement auprès des personnes que je suis. Et un film a été fait dans les années 80-90 à partir de ce livre. Donc, vous connaissez peut-être. On est à Whistle Stop, une ville en Alabama qui est traversée, enfin qui est bordée d'une ligne de chemin de fer et dans lequel il y a un café qui est que tout le monde adore. Ce café est tenu par Iji et Ruth, qui sont 2 femmes. Et donc ça, on est dans les années, on parcourt en fait plusieurs décennies. On est plutôt voilà, au début de la crise économique jusqu'à la guerre, voire après, années 50, voire même encore après. Donc on a cette partie-là. On a parallèlement à ça la gazette de Dot Wims, qui est
à la même époque et qui nous relate des événements, on va dire, plus globaux de cette période dans le cadre de la ville. Gazettes très humoristiques qui m'ont fait vraiment rire parfois. On est en parallèle, et même au début, on est en 1986, dans une maison de retraite où on retrouve deux personnages. Evelyn Couch, qui est une femme au foyer qui vit en couple avec un homme dont la mère est dans cette maison de retraite. Evelyn se rend dans cette maison de retraite, mais en fait elle passe moins de temps avec sa belle-mère, et donc elle se retrouve à se balader dans la maison de retraite, et elle y rencontre Nini Threadgood, qui fait partie de la famille Threadgood, que l'on va suivre tout au long des décennies 20, 30, 40, 50. Et Nini Threadgood, elle va raconter l'histoire à Evelyn, cette histoire de Whistle Stop. Et elle raconte ça avec tellement de bonheur et tellement de bons souvenirs. Evelyn Couch est une femme malheureuse qui se trouve moche, qui a certainement un surpoids, mais qui est surtout très malheureuse et qui voit tout de façon très sombre. Et Nini Threadgood va la sauver d'une dépression, voire du suicide, en la ramenant dans ses années de bonheur et en lui racontant l'histoire de cette ville. Elle va vraiment l'embarquer avec elle, et d'ailleurs elle nous embarque un peu comme elle embarque Evelyn. Alors, moi j'ai beaucoup aimé, c'était un livre, ce que j'appelle un livre bonbon, mais bien sûr je ne suis pas la seule à le dire. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était construit, et j'y suis tout de suite, ça a tout de suite marché avec moi, les allers-retours, voilà. Et là où certaines personnes ont dit qu'il n'y avait pas d'histoire précise, moi j'ai trouvé justement qu'il y avait un fil conducteur autour de la famille Threadgood, et j'avais beaucoup envie de savoir ce qu'Evelyn allait devenir, et tout au long du livre le personnage prend de l'ampleur et j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé quand justement Evelyn elle se prend pour une Wonder Woman où elle détruit tout le monde parce qu'elle déteste tout le monde et que tout le monde la déteste. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré certains passages avec elle. Oui, j'ai écrit qu'il y avait parfois peut-être des choses un peu trop bien pensantes, vous voyez, c'est un peu trop la morale chrétienne, il y a un petit peu derrière là qui dit malgré tout on s'en sortira si on est bon. Mais en fait, il y a des détresses qui ne peuvent pas forcément résister à des événements trop durs, et je trouve que parfois c'est pas si difficile que ça, vous voyez. Donc, je trouve qu'en fait il faut savoir que ça va être un bonbon, il faut le prendre comme tel. Dans ces cas-là, c'est un vrai plaisir. Mais bon, si on commence à se poser des questions sur qu'est-ce qu'elle dit pas, voilà, on en trouve les limites. Petit bémol aussi, la seconde édition que j'ai pas là, elle est plus grande un tout petit peu, je comprends pas trop pourquoi. Et autre petit bémol, les gazettes, j'en prends une au hasard, de Dot Wims, elles sont bien présentées, donc on les identifie assez vite, mais je trouve que la casse de la police, c'est ça, l'épaisseur de la police est un peu trop légère, et je pense que pour les personnes qui ne voient pas bien, ça doit pas être facile à lire. Moi, j'ai pas eu de soucis, mais si, voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Je pense qu'en jouant seulement sur la casse, on arrive à distinguer. Donc peut-être l'écriture grise n'était peut-être pas utile. C'est mon point de vue. Sinon, j'ai un roman, j'ai fini d'écouter sur Audible Wild de, comment ça s'appelle, Cheryl Strayed, qui a été publié aux éditions 10-18 en 2014. Moi, je l'ai écouté et lu par Ludmila Ruozo. Donc c'est un roman américain qui dure 13h21 sur Audible. Donc on suit Cheryl Strayed, qui est une femme de 30 ans, qui a vécu des choses déjà terribles, qui a perdu sa mère
cancer et qui est morte dans d'atroces souffrances assez jeune. Cheryl l'a accompagnée jusqu'au bout de sa vie, alors que son frère l'a pas aidé et sa famille l'a pas aidé dans cette épreuve, et elle en a sorti terriblement éprouvée. Elle s'est droguée beaucoup, elle a couché avec d'autres hommes alors qu'elle était mariée, et donc elle a décidé de quitter son homme et de partir faire un périple pour essayer de se retrouver. Donc elle a fait le PCT, alors je regarde juste parce que je me souviens plus trop ce que c'est. C'est un chemin de randonnée qui part du Mexique jusqu'au Canada, qui est connu apparemment. Et donc on suit son parcours sur cette randonnée qui dure des mois. Et donc elle vit différentes choses. Alors moi ça m'a fait penser à Into the Wild, hein, bien sûr, que je n'ai pas lu mais que j'ai vu en film. Je le lirai certainement, mais alors je me prépare psychologiquement. C'est pas des... Into the Wild est plus dur, bien sûr, puisque... Bon, je ne veux pas vous dire pourquoi, mais c'est plus dur. Là, on suit une femme, donc j'aurais peut-être pu réussir à me retrouver dans le personnage de Cheryl Strayed, mais j'ai pas réussi. Alors, Cheryl Strayed, c'est le nom de la narratrice en plus, donc c'est identifié. Je ne sais pas si c'est voulu ou non. Moi, j'ai trouvé ça... Alors, il faut dire que je l'ai écouté sur 2 mois. Mais parce qu'en fait, ça m'a pas tenu en haleine et j'ai pas réussi à avoir envie de savoir la suite. J'ai pas réussi à m'identifier du tout. J'ai trouvé que c'était lassant, qu'elle vivait pas tant de choses que ça. Et j'ai pas aimé en fait la façon dont elle vivait les choses. Voilà, j'ai pas aimé son comportement et ce qu'elle pensait. Un peu dur, hein. Mais bon, voilà, ça marche ou ça marche pas. Je pense pas que ce soit la personne qui lise qui m'ait posé problème. Voilà. Je me suis pas identifiée. C'est pas grave. Mais j'ai écouté jusqu'au bout. Alors je l'ai écouté pour le terminer dans mes séances de teinture et ça a très bien fonctionné pour le terminer. Voilà. Donc à vous de me dire si vous avez aimé ou non. Alors maintenant, on reste dans la partie adulte. Je vais vous parler d'une BD, Peau d'homme, qui a été écrite par Hubert et Zanzim aux éditions Glénat. Alors, elle est sortie en 2020 et moi j'ai eu envie de la lire parce que je l'ai vue passer sur Babelio et avec de très bonnes critiques, et je me suis dit, je me l'offre pour voir ça parce que j'avais envie. Elle a été plusieurs fois primée et je comprends pourquoi. On suit Bianca. On est au moment de la Renaissance italienne, donc dans une période où les femmes ne choisissent pas qui elles épousent. Et donc Bianca, elle est promise à un homme dont elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien des hommes non plus. Et elle est donc c'est un homme très beau. Donc elle ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis je crois que c'est sa tante ou c'est quelqu'un de sa famille qui l'emmène avec elle avant qu'elle se marie et qui lui délivre un secret de famille. C'est que dans sa famille, les femmes détiennent une peau d'homme qu'elles peuvent enfiler et devenir ainsi un jeune homme très beau et pouvoir aller espionner le monde des hommes. Donc elle lui dit, vas-y, avant de rentrer dans ta vie de femme mariée, il faut que tu comprennes comment ça se passe et peut-être que tu découvres qui est ce fiancé et peut-être te plaira-t-il. Donc elle le rencontre en tenue d'homme, très séduisant. Et comment il s'appelle son futur mari? C'est Giovanni. Giovanni tombe amoureux de ce jeune homme. Donc il y a une histoire d'amour entre ces deux hommes. Donc on comprend que Giovanni est plus attiré par les hommes que par les femmes. Et Bianca, elle, tombe amoureuse de ce personnage Giovanni, de son fiancé tout simplement. Et elle est un petit peu, donc elle se marie, elle est un petit peu embarrassée parce qu'elle aimerait lui dire la vérité, mais elle n'y arrive pas. Et donc on suit toutes ces péripéties amoureuses
et en même temps comment est-ce qu'elle devient adulte en fait, comment est-ce qu'elle devient femme, tout en admettant son côté masculin. Oui. Et j'ai adoré. Les dessins sont très beaux. Je vous en filmerai un petit peu pour que vous voyez. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour. Enfin, ils sont très beaux les dessins. Ils sont pas particulièrement beaux, mais ils sont efficaces et dans l'action. Et oui, il y a beaucoup d'humour en même temps, de la poésie et de la beauté. Donc c'est vraiment pour adultes. Il y a des scènes un petit peu olé olé. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une super BD. C'est vraiment un coup de cœur BD pour moi, que je vous invite à lire. Donc, combien ça a coûté? 27 € aux éditions Glénat. Et là, il y a 1000 feuilles, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Voilà, et cet homme, donc c'est Lorenzo. Elle prend la peau d'homme et elle devient Lorenzo. Voilà. Une super histoire. Alors, on a fait le tour des livres, on va dire, adultes, de la bibliothèque adulte. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai lu dans la bibliothèque de mes enfants. Ou au rayon plutôt enfants. Donc, j'ai lu pas mal de choses enfants, young adultes. Donc, on va rester dans les BD. Ouais. Avec un autre coup de cœur. Le jardin de minuit. Écrit par Edith et inspiré d'un livre de Philippa Pierce. C'est aux éditions Noctambule. C'est sorti en 2015 et ça a été primé pépite du salon de Montreuil BD Manga dans la même année. Edith, que je ne connaissais pas, elle reprend en fait une histoire qui est très connue, qui est une histoire anglaise. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Donc on retrouve Tom Long, c'est l'histoire d'un jeune homme, Tom. Oui. Son frère est malade parce qu'il a la rougeole. Et donc il est obligé de quitter, puisqu'il est mis en quarantaine, son frère, et donc il est obligé de quitter pour aller... Ouais, son oncle et sa tante. Ils habitent un appartement qui est dans un immeuble qui donne sur une cour. Et ils s'ennuient terriblement. Dans l'entrée de l'appartement, de l'immeuble, il y a une horloge qui est arrêtée, je crois, enfin qui fait des bruits pas possibles de ça. Et une nuit, il entend l'horloge un peu bizarrement et il sort par la porte de la cour et il tombe sur un jardin superbe, comme ça, la nuit, et qui ne ressemble pas, puisque en fait, c'est une cour qui est fermée, qui est moche, et lui, il traverse le temps, en fait. Il ne s'en rend pas compte au début, il ne comprend pas, et puis en fait, il traverse le temps, et puis il va rencontrer une jeune fille, alors personne ne peut le voir, sauf une jeune fille, qui s'appelle Hattie. Donc, il ne sait pas à quelle époque il est, mais en tout cas, il rencontre Hattie, qui est la seule à pouvoir le voir, et donc ils deviennent amis, et ils jouent beaucoup ensemble la nuit. Et puis quand il retraverse, en fait, il se retrouve chez lui. Donc tous les soirs, il se balade et chaque soir, il se passe quelque chose de différent. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il y a une intrigue par rapport au temps qui passe. Mais c'est très très poétique, c'est très beau, vraiment très très beau. C'est une très belle histoire qui au départ s'avère un peu peut-être triste. Mais en fait, pas du tout. C'est très poétique. Les dessins sont vraiment chouettes. J'ai trouvé que c'était un beau livre. Mes enfants ont bien aimé. J'ai pas eu trop leur retour dessus quand même, mais je crois que ça leur a plu. Mais moi, je peux que vous conseiller et la faire lire à vos enfants. Vraiment, c'est un coup de cœur aussi. J'ai décidé de lire aussi un livre... en fait, celui qui était sorti en 2018, Un cow-boy à Paris. Donc c'est d'après Maurice, hein, et ça a été fait par Agdé et Jules. Donc, c'est le nouveau Lucky Luke, librement adapté donc, de celui qu'on connaît quand on était enfant, et que j'aimais énormément. Je les ai tous lus, et j'avais pas sauté le pas de le lire celui-là. Je l'ai offert à mon homme, je crois, il y a 2 ans, quoi, quand il est sorti.
Alors on retrouve, je trouve que c'est assez bien fait, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment l'humour, on retrouve l'ambiance, Jolly Jumper, les Dalton, on retrouve beaucoup de choses, mais on retrouve également il y a beaucoup de références au monde actuel et c'est rigolo de voir ça. Après, j'ai pas été non plus super convaincue par l'histoire, donc l'histoire c'est voilà, le sculpteur français Auguste Bartholdi qui fait sa tournée aux États-Unis pour lever des fonds qui lui permettront d'achever la future Statue de la Liberté. Donc Lucky Luke est missionné pour escorter le français et ce jusqu'à Paris. Du coup il y a un choc culturel, c'est ce qui est dit, et effectivement c'est plutôt rigolo. Voilà, par exemple là il est gare Saint-Lazare, vous voyez. Et puis il comprend rien, pardon je vous ai donné un coup. Il comprend pas trop ce qui se passe. C'est plutôt marrant de le voir dans ces situations là. Voilà, mais bon, pas complètement satisfaite de ma lecture. Je suis un petit peu déçue. Après, je suis peut-être plus à l'âge où je lis Lucky Luke. Je sais pas, c'est un peu bête de dire ça. Je crois que je reprendrai plus de plaisir à lire les anciens quand même. Voilà, tout ce que je voulais dire. On va pas non plus aller trop longtemps là-dessus. Et puis je vais vous raconter aussi, j'ai lu dans la bibliothèque de mes garçons Les Enfants de la Résistance parce que il leur avait été offert, je ne sais plus par qui. Et il y a eu 2 tomes qui ont été offerts. Alors, je crois qu'il y en a 7 en tout. Le premier est sorti en 2015 et aux éditions Le Lombard. Donc, c'est à partir de 9 ans. C'est une série jeunesse historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On suit des enfants, ces 3 enfants qui sont dans une ville qui est occupée par les Allemands. Et cette jeune fille-là, qu'elle a perdu sa famille. Et on va comprendre d'où elle vient et pourquoi elle est là. Et voilà. Donc, c'est l'histoire des enfants qui ont fait la résistance, en fait. Donc, il y en a eu vraiment qui ont vraiment essayé d'aider. C'était pas mal. J'ai lu les 2. Après, j'ai pas non plus été super fan, je trouve. J'ai pas forcément aimé les dessins. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dur quand même. Donc là, ils disent que c'est à partir de 9 ans, ouais. Mais en même temps, c'est certainement une bonne manière d'aborder des sujets compliqués en prenant l'aspect d'un enfant pendant cette période difficile. Mais le truc, c'est que c'était tellement difficile que parfois ils ont agi de façon telle qu'il y a eu des morts. Et je trouve que c'est particulièrement violent. Donc si vous avez des enfants un peu sensibles, je sais pas si c'est le mieux. Donc nous on a 2 tomes et il y en a 7 qui sont parus. Alors je vous mettrai le lien parce qu'en fait ils sont souvent étudiés à l'école. Il y a pas mal de choses en fait derrière les coulisses de l'écriture de ces parutions pour justement amener les enfants à réfléchir autour de l'histoire et de cette période difficile. Et voilà, donc ça pourra peut-être vous intéresser quand même si vous voulez amener par la BD vos enfants à découvrir cette période-là. On va parler maintenant de mangas. J'ai commencé par lire 2 mangas que j'avais achetés à mes enfants. Alors, il y en a 3 dans la collection et on n'en a que 2. On achètera certainement le dernier. Donc, c'est Tempête de cristal de Aki Aoi aux éditions Komiku. C'est sorti entre 2016 et 2020. Et c'est 12 ans et plus. Et c'est mentionné aux éditions Komiku dans la catégorie Shoujo, qui veut dire plutôt jeune fille. Donc je vais vous raconter, je vais vous lire le topo qui est dit parce que c'est un petit peu complexe, donc je ne saurais pas forcément le raconter bien. Mais bon, nous sommes dans un monde où sévissent d'étranges tempêtes de sable argenté. Donc quand les tempêtes de sable arrivent, en fait les paysages sont enfermés et rapetissent tellement qu'ils se mettent dans des fragments de cristal. Ces fragments ensuite sont travaillés par des artisans
notamment par cette jeune Seka qui a... Elle est où? Seka, qui est apprentie en fait chez un artisan miniaturiste. Et donc elle est très douée. Et un jour, elle sort de son village et son village subit une tempête de sable. Donc elle perd toutes les personnes qu'elle aime et elle essaie de partir à leur recherche pour les sauver. Elle est sauvée par Tito, qui est un personnage très particulier. On ne comprend pas trop ce qu'il a, on voit bien qu'il a des pouvoirs particuliers, mais on ne sait pas trop pourquoi. Ça m'a un peu embêtée, vous comprenez. Voilà. Lui, Tito, il est accompagné d'un robot un petit peu bizarre, mais qui le protège. J'ai eu du mal à accrocher. Je trouvais que c'était compliqué, l'histoire elle est complexe. L'histoire entre les deux, elle n'est pas claire. On ne sait pas si c'est de l'amour ou quoi. J'ai trouvé que c'était long. On comprend tout de suite qu'ils veulent faire ça, ils veulent faire durer ça en plusieurs tomes. Et ça se sent. C'est dommage parce que les dessins sont vraiment très beaux. Mais j'aime pas, vous voyez, elle est très belle. Je trouve qu'elle fait pas son âge. Elle fait femme. Et c'est très mystérieux, peut-être un peu trop en fait, on ne comprend pas bien ce qui se passe. C'est ça que je regrette. Donc on ira peut-être le troisième parce que moi j'ai envie de savoir la fin quand même, le pourquoi du comment, si elle arrive à sauver les personnes. Mais en fait le sentiment que j'ai eu c'est qu'elle était perdue et vraiment elle est perdue. Et je trouve pas que les relations qu'elle a avec les autres puissent être rassurantes dans un monde comme ça. Donc voilà, mes enfants ils ont pas particulièrement aimé. Si je trouve le dernier tome chez Gibert en promo, je l'achèterai, mais sinon on verra. Et dernier manga, le renard et le tanuki, et le petit tanuki de Mi Tagawa aux éditions Kiyun. Et c'est une petite pépite que j'avais vue passer, justement, notée comme un super bien dans Babelio. Je me suis dit, faut que je l'achète. Donc, le renard et le petit tanuki. Il est sorti en 2018 et en France en 2020. C'est dans la collection Kizuna, qui est une collection lancée par ces éditions Kiyun pour dire que c'est pour tous les âges. Donc 12 ans et plus, moyen. Je pense que tout le monde peut le lire. D'ailleurs, dès que j'aurai fini de vous le présenter, mon fils Joseph va le lire et il a 10 ans. Alors, on est dans le folklore japonais à fond. On est dans un univers magique. Donc, c'est l'histoire de Senzo, qui est ce renard, qui est vraiment mais super puissant. Il se met la terreur sur son passage, mais il a été endormi. Et donc là, on le réveille, 300 ans plus tard, pour qu'il puisse aider ce petit tanuki, Mampachi, pour faire de lui un serviteur de la déesse du soleil. Donc il faut qu'il fasse son initiation. Donc lui qui était si puissant, je vais vous montrer. Ah zut, j'ai perdu la page de Joseph, il va pas être content. Il est où? Donc il est surpuissant. Mais alors, quand ils lui permettent de revivre, ils l'affublent d'un collier et ils lui donnent cette apparence. Donc, on a l'apparence en fait d'un petit renard mignon avec un collier et qui a un comportement de feu, quoi. C'est très très marrant cet écart en fait entre ce qu'il représente et ce qu'il est vraiment. Et il se retrouve dans des situations où lui il est tellement mignon, le petit tanuki, il a tout à apprendre. Et il se retrouve dans des situations où lui il est adorablement épris de lui. Et lui, il le rejette complètement, mais en même temps, quoi qu'il arrive, il ne peut pas lutter parce qu'il est tellement mignon qu'il va devoir, céder à la tentation de la mignonitude. Mampachi, il veut retrouver sa famille, mais en fait, il a été rejeté de sa famille parce qu'il est différent. Et ce Mampachi, il a des pouvoirs incommensurables qu'il ne connaît pas. Et donc, on les découvre dans ce tome-là.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est que on est un peu dans l'univers des studios Ghibli. On est dans cette tendresse et dans des situations amusantes et dans une initiation qui se fait dans des situations très marrantes. Voilà. Donc il y a plusieurs personnages, c'est vraiment très très... C'est ça, il y est écrit « Impossible de rester de marbre face à cette fable animalière ultra craquante ». Mais effectivement, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai bien hâte de lire la suite. Je me demande ce qui va se passer. Je peux que vous inviter à le découvrir si vous aimez les mangas. Et effectivement, tout le monde peut le lire. Voilà. Donc ça, c'est une histoire d'amitié. Une histoire d'amitié et en même temps, voilà, comment est-ce qu'on peut changer, en fait. C'est pas parce qu'on était méchant qu'on restera méchant. Voilà, donc c'est pas mal pour les enfants, je trouve. On a fait le tour de tout ce que j'ai lu. J'ai lu pas mal de choses en mars, mais c'était plutôt chouette. Maintenant, je vais vous parler seulement d'un film, parce qu'en fait, on a revu beaucoup de choses. Ah oui, alors je voulais vous dire, je pense qu'à la fin du mois, on va arrêter Netflix. Peut-être temporairement, mais on va arrêter Netflix, parce que on est un petit peu déçus de ce qu'on y voit. On fait le tour, souvent le soir, avant de trouver un film qu'on va voir. Souvent, on regarde des choses qu'on a déjà vues, parce qu'on sait que c'est bien, mais sinon, je trouve qu'on a fait un peu le tour. Donc c'est possible qu'on arrête de regarder Netflix pour le moment. Alors, on a regardé quand même, je me souviens plus sur Netflix ou Amazon Prime, on a regardé Bienvenue à Suburbicon, un film de George Clooney qui est sorti en 2017. Et c'est un film trop chouette. Moi, ça a été vraiment un kiff. Je connaissais pas. Alors, il a fait quand même pas mal, il a fait des bons films, George Clooney, donc... et puis c'est un super acteur, donc moi je trouvais que c'était vraiment bien. Donc l'histoire, on est dans les années 50, on est dans une famille qui vit dans une banlieue riche. Donc l'homme de la famille, il est marié avec une femme, alors l'homme c'est Matt Damon, il est marié avec une femme qui est Julianne Moore, l'actrice Julianne Moore. Et au début du film, Julianne Moore est avec sa sœur jumelle, qui est aussi jouée par Julianne Moore. Et sa sœur jumelle, qui est mariée donc à Matt Damon, elle est en fauteuil roulant, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a une relation qui est un petit peu bizarre dans le couple. Et la sœur est là pour représenter un peu... non, pour aider sa sœur en fait à l'éducation de son fils. Donc, un soir, il y a des personnes qui arrivent dans cette maison et qui vont terroriser et voire même tuer la femme qui est handicapée. Et en fait, l'histoire tourne autour de ça. Et c'est l'histoire vue par l'enfant qui comprend qu'il y a des choses qui ont été faites par son père et la sœur de sa mère qui sont vraiment bizarres. Donc c'est un peu cette histoire-là quand il se rend compte de ça. Il y a une histoire aussi par rapport à la famille qui est noire qui habite à côté. Il devient ami avec le fils qui a à peu près son âge. Et c'est sur les discriminations, les différences, voilà. Mais c'est bizarre, c'est en même temps marrant, c'est très très bien fait. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Voilà, donc je peux que vous inviter à le voir. Sinon, on va parler podcasts vite fait, mais alors vraiment vite fait. J'ai découvert 2 podcasts de booktubeuse. Petite lectrice qui fait des carnets de bord et j'ai beaucoup aimé. Donc bon, je ne les ai pas tous regardés parce qu'elle en fait assez souvent, mais je peux vous conseiller d'aller écouter ce qu'elle fait. Elle a une boutique en ligne aussi, je crois, de goodies. Et les chroniques du hérisson. Alors là, j'ai découvert qu'une vidéo, mais j'ai bien aimé son style. Voilà, on se retrouve assez dans les goûts qu'elle a, je me retrouve assez. Et sinon, un podcast tricot que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, que j'ai découvert, c'est... Ah zut, comment ça s'appelle? J'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Pauline Maglia, c'est une italienne, je la noterai ici. Et j'aime beaucoup ses réalisations. Voilà, elle a beaucoup de style et elle parle bien de ses tricots. J'ai bien aimé, donc je vous invite à aller découvrir ce qu'elle en fait.
Et en musique de coup de cœur, j'ai découvert Thérapie Taxi, notamment dans une reprise de Niagara, Pendant que les champs brûlent, que j'ai sur Taratata, je vous mettrai le lien en dessous. J'ai beaucoup aimé sa voix, la voix. Et gros coup de cœur, je suis en train d'écouter et de découvrir le nouvel album de Gaëtan Roussel. Et notamment, je vous invite à aller voir le clip « Je me jette à ton cou », qui est extrait de l'album « Est-ce que tu sais ?» Et dans le clip, il y a Daniel Auteuil et Gaëtan Roussel. Et c'est plutôt chouette. Vraiment, je vous invite à aller visionner et me dire ce que vous en pensez. Je crois qu'on a fait le tour de la Culture Box de mars. Ouais. Bon, et ben je vais essayer d'éditer tout ça. Et j'ai déjà commencé à lire des choses en avril. Donc j'essaierai de filmer la Culture Box d'avril moins tard pour essayer de ne pas prendre du retard. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aura donné envie de lire des romans, des BD, des mangas. Et puis je vous retrouve pour une partie lecture dans les défis du reconfinement, puisque je vais y consacrer quelques vidéos. Je vous mets le lien ici vers la vidéo de présentation des défis du reconfinement. Voilà, et je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos en tout genre. Allez, bye bye!